On entend souvent dire que des centaines de milliers, voire maintenant probablement des millions d'habitants, quittent la Californie, en New York ou Noïs. Et ils fuient, ils partent, ils fuient. Ce ne sont pas ceux qui reçoivent des aides qui partent, mais ceux à qui on prend en fait leurs revenus pour payer justement ces aides. C'est-à-dire que le nombre de ceux qui travaillent et paient, diminue, tandis que le nombre de bureaucrates et de bénéficiaires d'allocations augmente. Mais ces mêmes États, pour ne pas perdre leur siège au Congrès, font venir des clandestins. En effet, le nombre de sièges au Congrès dépend du nombre d'habitants, même des clandestins, car c'est écrit ainsi dans la Constitution, donc on ne peut rien y faire, comme on dit. Mais donc ces mêmes États, en plus, augmentent en leur population, parce que de cela dépend proportionnellement ce qu'ils reçoivent des fédéraux, puis ce qui retourne ensuite aux États. Donc, les clandestins qu'ils font venir, s'ils contribuent au budget, ils paient environ 6 à 7 fois moins que ce qu'ils en retirent. J'ai déjà cité ces chiffres avec toutes les sources, donc je ne vais pas le refaire. Autrement dit, si quelqu'un est intéressé, qu'il prenne 1 semaine ou 10 jours pour chercher, il trouvera. Donc si auparavant en Californie, il y avait par exemple 49% de personnes actives et 51% de bénéficiaires, alors après le départ des travailleurs et l'arrivée d'une nouvelle vague de clandestins, de profiteurs, il y a maintenant 40% de personnes actives et 60% de bénéficiaires. Ce qu'on appelle la base du Parti démocrate. Nous en parlerons, mais je vais commencer par un phénomène qui m'a encore plus frappé. Des villes entières et des comtés veulent échapper au pouvoir des démocrates. Et où le paysan peut-il aller? En Russie, il n'y avait nulle part où aller. Et cela vole, ceci aussi. Aux États-Unis, ils volent, mais autrement. Oui. Tout le monde veut quitter les États dirigés par les démocrates pour aller dans ceux gouvernés par les républicains. Face à la politique de Portland, plus d'un tiers des comtés de l'Oregon, mécontents depuis des années, ont voté pour la séparation. Concrètement, ils ont voté pour quitter l'Oregon et rejoindre l'État croissant de l'Idaho démocratie. Un tiers des comtés de l'État de l'Oregon veulent se séparer. Eh bien, nous avons un État. L'État, c'est un gouvernement, l'État de l'Oregon. Nous avons une union de 50 États et ils veulent rejoindre leurs voisins, l'État de l'Idaho. Donc si l'Oregon est une union d'ultra-gauchistes, oui, alors l'Idaho, je dirais, c'est une union d'ultra-droitistes. Cela s'appelle le mouvement du Grand Idaho. Sur les 36 comtés de l'Oregon, 13 ont déjà voté pour la sécession. Car les habitants de ces comtés pensent que leurs valeurs ne sont plus représentées par l'Assemblée législative, dominée selon eux par des politiciens très libéraux de Portland. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il pourrait réellement aboutir. Comme dans beaucoup d'États bleus et libéraux, la plupart des comtés de l'Oregon sont en fait conservateurs, comme à New York, en Californie et en Illinois. Donc, par exemple, si nous regardons la carte des résultats des élections de 2024 par comté, nous verrons que la majorité des comtés de l'Oregon ont voté pour Trump, tandis qu'une minorité de comtés densément peuplés ont voté pour Harris. Cette disparité apparaît aussi à l'Assemblée législative de l'État. Parce que même si de vastes régions géographiques du pays votent pour les républicains, à la fois le Sénat de l'État et l'Assemblée de l'État sont sous un contrôle significatif des démocrates. Alors, pour comprendre le désir de faire sécession, il suffit de se mettre à la place d'un agriculteur ou d'un éleveur vivant quelque part dans la campagne de l'Oregon, à 5 heures de route de Portland. En réalité, vous partagez peu de points communs politiquement avec les habitants de Portland, même si les politiciens de Portland prennent de vraies décisions qui affectent votre vie. Vous pouvez ne pas soutenir leur politique, ne pas soutenir leur position, ne pas soutenir ce qu'ils font avec vos impôts. Mais en réalité, quoi que vous fassiez, la géographie et la démographie de l'État font que votre voix à l'est de l'État ne sera tout simplement jamais entendue, du moins lors des élections. Et c'est vraiment le cas, aussi bien au Sénat de l'État d'Oregon qu'à l'Assemblée de l'État d'Oregon. Actuellement, les démocrates ont une supermajorité, ce qui signifie qu'ils peuvent adopter n'importe quelle loi sans avoir besoin du soutien des deux partis ou de compromis. Ils peuvent faire passer cela. Et c'est là que le mouvement de la Grande Idaho entre en jeu avec son plan d'annexer les comtés de l'Est de l'Oregon à l'État très conservateur de l'Idaho. Comme vous pouvez le voir sur la carte à l'écran, cela déplacerait en fait la frontière de l'Idaho de plusieurs centaines de kilomètres vers l'ouest. Et comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, ce mouvement prend vraiment de l'ampleur.
De plus en plus de comtés dans l'est de l'Oregon se joignent au mouvement. À ce jour, 13 comtés différents ont approuvé diverses mesures exigeant des autorités locales qu'elles entament le processus de séparation de l'État. Comme vous pouvez l'imaginer, le processus de séparation est très complexe et, bien sûr, douloureux. Mais la population de l'Oregon, en dehors des grandes villes, est convaincue de vouloir se séparer et exige cette séparation. Ils sont exaspérés par les manuels scolaires qui racontent que l'Amérique est un pays horrible, avec une histoire cauchemardesque, esclavagiste et qui continue d'être incroyablement raciste. Ils n'aiment pas vraiment que les hommes soient autorisés à entrer dans les vestiaires féminins et à participer au sport féminin. Ils sont exaspérés par les impôts qu'ils paient et qui servent ensuite à financer des opérations de changement de sexe, peu importe l'âge, enfant ou adulte. Ils veulent rompre tous les liens avec la gauche et s'unir à un État où leur morale, leurs convictions et leur rapport à Dieu sont respectés. Le retour des armes aux valeurs familiales. Le mouvement pour plus d'Idaho a gagné des élections consultatives dans 13 districts. Les partisans organisent des réunions, vendent des chapeaux, t-shirts et installent des panneaux avec des messages comme « Libérer l'Est de l'Oregon ». Encore une fois, ce sont des objectifs complexes et peut-être très longs à atteindre sur le long terme. Mais là, je ne parle pas du résultat, mais des intentions, des désirs. Regardons la Californie. De 2010 à 2019, donc en 10 ans, 6,2 millions de personnes sont parties et arrivées, vous pensez que c'est autant? Non, 4,9 millions. Donc même si c'était simplement des personnes équivalentes, une différence de 1,3 million sur une décennie, ce sont des chiffres énormes. Habituellement, plus de gens arrivaient en Californie qu'ils n'en partaient. À mon avis, elle compte maintenant 40 millions d'habitants. Donc à partir de 2023, donc à partir de 2023, je vous ai dit, donc depuis 2010 jusqu'à 2019, mais à partir de 2023, c'est carrément une fuite. Et il me semble, 4 ans, non pas 4 ans, en 2 ans, 1,5 million de personnes sont parties. C'est vrai, 934 000 migrants sont arrivés. Les migrants, ce sont des clandestins. Mais comme nous l'avons dit, ils n'apportent pas un bénéfice au budget ou à l'économie, mais qu'on pourrait ainsi dire, ils font baisser le niveau de vie. Où vont-ils? Ils s'enfuient, principalement au Texas et en Floride. Ce sont des États républicains. Et aussi dans certains États voisins où la situation est un peu meilleure, comme le Nevada, l'Arizona, qui sont nettement moins libéraux que la Californie. En 10 ans, 1,5 million d'habitants ont quitté New York. C'est un chiffre similaire, oui, vers la Floride, le Texas et les États voisins, moins libéraux que New York, encore et encore. Les principaux déplacements se font vers le Texas et la Floride. Et les principales raisons, c'est que la vie économique s'améliore dès qu'on déménage socialement. Les écoles n'enseignent pas aux enfants des notions ou pratiques contre nature. L'immobilier est accessible, il y a moins de criminalité. Et il n'y a pas d'atmosphère politique tendue et intolérante qui est créée principalement par la gauche, enfin la droite aussi, disons, s'ils sont fous. En fait, comme il s'est avéré, pour une raison quelconque, j'ai toujours pensé qu'il y avait plus de fous du côté gauche. Ils sont plus émotionnels. À ce sujet aussi, en fait, il faut en parler un peu. Je dirais peut-être quelques mots si j'ai des réflexions. Donc, par exemple, en Californie et à New York, il y a parmi les impôts sur le revenu les plus élevés des États-Unis, alors qu'au Texas et en Floride, l'impôt n'est pas plus bas. Il n'est pas seulement plus bas qu'en Californie et à New York, il n'existe tout simplement pas là-bas. Voilà, il n'y en a pas. Il s'avère que les fonctionnaires peuvent vivre sans cela. Le prix moyen d'une maison au Texas, voilà. C'est à peu près un peu plus de la moitié du prix moyen d'une maison en Californie. À cause des impôts et d'autres restrictions, les grandes entreprises quittent les États démocrates et déménagent dans les États républicains. Ce sont surtout les jeunes qui gagnent bien leur vie qui déménagent activement, car ils accordent de l'importance au travail, au niveau de vie et aux perspectives d'accumulation de capital. Dans les États démocrates, on te vole plus sérieusement. Dans les États de républicains, il y a aussi des restrictions et on te vole, mais moins. Et ils améliorent les conditions. Et il est difficile chez les démocrates
de créer ce qu'on appelle le capital initial pour lancer son propre business, inventer quelque chose ou simplement faire quoi que ce soit. Et où New York, Washington, Californie, Massachusetts, Oregon dépensent-ils l'argent pris aux producteurs? Allez, devinez en 3 essais. Dans ce pays, 42 millions de personnes ont besoin de tickets alimentaires chaque semaine. Nous disons volontairement personnes, pas Américains. La plupart des bénéficiaires de tickets alimentaires ne viennent même pas de ce pays. 45% des immigrés afghans reçoivent des tickets alimentaires, 42% des immigrés somaliens, 34% de tous les immigrés irakiens, 23% des haïtiens et 59% de tous les clandestins. Et ils reçoivent des tickets alimentaires. La plupart des bénéficiaires de tickets alimentaires financés par le gouvernement et les contribuables américains ne sont même pas américains. Pensez-y, nous l'avons appris seulement au début de la fermeture du gouvernement. Grâce aux démocrates, on peut confirmer que des millions d'immigrants illégaux arrivés sous Joe Biden reçoivent désormais des tickets alimentaires d'un programme financé par les contribuables américains. C'est-à-dire, il semble que les plans du démocrate ont de mener les Américains affamés au combat contre l'usurpateur, Trump échoue à nouveau. Si l'on confirme que la majorité de l'argent destiné à la nourriture, à l'alimentation, que nous versons aux personnes dans le besoin, et on nous répète sans cesse qu'elles sont dans le besoin, comment n'avez-vous pas honte, finit en réalité par aller aux migrants illégaux? L'Amérique sera saisie d'une telle indignation. Mais pas contre Donald Trump, contre le démocrate. Encore contre le démocrate. Donc bientôt, quand nous dirons « voleur », nous entendrons « membre du Parti démocrate des États-Unis d'Amérique ». Et quand nous dirons « démocrate », bien sûr, nous entendrons « voleur ». Et quand nous penserons à l'avenir, nous espérerons qu'il y aura moins de ces voleurs au pouvoir. Y a-t-il un seul aspect de la vie que les démocrates n'aient pas gâché au cours des, 25 dernières années? À mon avis, aucun. Pas seulement, je veux être heureux et rendre les autres heureux. Ce ne sont pas que les gauchistes aux États-Unis qui gâchent la vie. Les gens normaux veulent juste s'en débarrasser partout. Voilà ce qui se passe chez notre voisin du Nord, le Canada. Je souhaite qu'Alberta reste au Canada, mais rien ne changera. Surtout avec Kearney, ce sera pire. L'indépendance n'est pas une meilleure représentation ni un traitement plus juste, mais une séparation totale du Canada. Certains ont appelé cela le moment 1776 pour l'Alberta. D'autres l'ont qualifié d'avertissement pour Ottawa. Quoi qu'il en soit, une chose était claire. La province n'attend plus de changements. Elle est prête à les réaliser. Dans cette vidéo, nous allons révéler 10 raisons puissantes pour lesquelles ce rassemblement n'était comme rien de ce que le Canada avait vu auparavant, et pourquoi cela pourrait être la première étape vers la séparation de l'Alberta du pays. Ceux qui veulent rester au Canada ont recueilli jusqu'à 450 000 signatures, mais les autres semblent vouloir faire partie du nouveau États-Unis de Trump. Mais la presse au Canada est libérale fasciste, un peu comme la nôtre, elle garde le silence comme une carpe. Silence médiatique et récits ignorés. Vous penseriez qu'une foule de plus de 12 000 personnes à l'Assemblée législative de l'Alberta ferait la une nationale? Ce jour-là, si vous aviez allumé la télévision, rien. Aucune nouvelle, aucun reportage, à peine un murmure. Canadian Broadcasting Corporation et CTV, qui couvrent habituellement toutes les manifestations, sont restés muettes. Global News a survolé la manifestation en hélicoptère sans rien diffuser. Ce n'est pas juste une couverture paresseuse, c'est une dissimulation volontaire. La direction canadienne a une peur panique que le Canada, que les habitants du Canada, découvrent que quelqu'un veut se séparer. Comme en Union soviétique, je me souviens qu'en 71 ou 72, on a soudainement pu partir. Il s'est avéré que tout le monde s'est précipité vers la sortie. Des mouvements similaires peuvent apparaître ailleurs. Et tout a commencé avec Trump. Mesdames et messieurs, si vous le souhaitez, a-t-il dit, alors nous vous accepterons. Canada, comme 50 000 premier État. La famille Nathan a été plantée, elle pousse. En 71-72, en Union soviétique, voilà comment cela s'est passé. Comment est-il vraiment possible de partir? Waouh! Donc tu n'as pas 100% de chance d'être interné dans un asile ou fusillé là-bas. Il y a une petite chance qu'il me relâche. J'irai tenter cette chance. Moins les médias en parlent, plus les gens deviennent déterminés à s'exprimer eux-mêmes.
Des journalistes indépendants, youtubeurs et pages locales ont montré ce que les médias traditionnels taisaient. Le mouvement est trop grand pour être caché et trop puissant pour être arrêté. Dans un pays qui se targue de la liberté d'expression et des valeurs démocratiques, un tel niveau de silence dans les médias devrait effrayer tout le monde, pas seulement les habitants de l'Alberta. Parce que si 12 000 voix peuvent être réduites au silence aussi facilement, qu'est-ce que cela dit de l'avenir de la liberté d'expression au Canada? Le Canada est l'un des pays les plus libres au monde. Nous sommes pour l'égalité, pour le dialogue ouvert, pour le droit de chacun à la parole. Mais comme il s'est avéré, seulement si ce qu'il dit plaît à la junte au pouvoir, et si cela ne leur plaît pas, alors qu'il s'en prenne à lui-même. S'il y a quelque chose avec laquelle presque tout le monde au rassemblement était d'accord, c'est qu'Alberta s'épuise et ne reçoit rien en retour. Encore et encore, vous entendiez les mêmes mots. Nous payons, mais ils gaspillent. Les habitants de l'Alberta versent chaque année des milliards de dollars en impôts au gouvernement fédéral par le biais des paiements de péréquation, juste pour voir cet argent servir à bloquer les oléoducs, freiner les ressources naturelles et financer des provinces opposées à l'initiative. C'est plus qu'injuste, c'est scandaleux. Et maintenant, cette colère économique se transforme en action politique. Agriculteurs, pétroliers et petits entrepreneurs ont tous exprimé la même plainte. Ottawa étouffe l'économie de l'Alberta tout en prétendant aider. Vous entendez, Grabstevo? Ceux qui veulent quitter l'Oregon pour l'Iowa. Les entreprises manufacturières des États démocrates déménagent vers les États républicains et la province de l'Alberta rêve de s'arracher à l'étreinte du Canada. Tout le monde dit la même chose. Vous nous volez, vous distribuez une partie de l'argent à ceux qui vont voter pour vous, que cela leur soit utile ou non, peu importe, l'essentiel c'est qu'ils courent de voter pour vous. Et les autres, pourquoi? Ils ont peur de voter? Parce qu'ils ont peur de perdre leurs aumônes. C'est clair, non? Et le reste de l'argent, vous le dépensez pour des projets dont nous n'avons absolument pas besoin, nous qui, en fait, payons cet argent. Eh bien, absolument inutile. Nous pensons, messieurs, que vous ne valez pas mieux que les monarques d'autrefois. En réalité, vous êtes pire, parce que vous semez aussi la discorde entre nous et nos enfants. Comme l'a écrit un jour Ayn Rand dans son immortel La Grève, parfois traduit par Atlas haussa les épaules, mais je pense que La Grève est plus correcte. Oui, les créateurs, les producteurs, les bâtisseurs de valeur s'en vont des endroits où on ne leur permet pas de se développer, laissant derrière eux les parasites. Eh bien, ce sont ceux qui reçoivent quand des aumônes et les maraudeurs, ceux qui les dépouillent et partagent avec les parasites. Voilà, en les laissant seuls, pour qu'ils se transmettent comme des araignées dans un tonneau et qu'ils finissent par se dévorer partiellement entre eux, ou bien qu'ils apprennent à devenir des membres utiles de la société. C'est-à-dire qu'ils apprennent à produire des biens et non à prendre, à partager et à exploiter le travail, l'intelligence et les capacités d'autrui. Nous voyons en direct comment la prédiction géniale d'Orant se réalise. Elle, c'est-à-dire Alissa Zinovievna Rosenbaum, arrivée de Saint-Pétersbourg en Amérique en 1926. D'ailleurs, elle avait étudié à l'université de Saint-Pétersbourg avec ma grand-mère. Et elle a découvert que si l'on renverse la philosophie collectiviste soviétique, on obtient l'individualisme, l'entrepreneuriat, le profit comme mesure de la valeur d'un produit. Alissa s'est révélée être une philosophe et une pédagogue née. La priorité de l'individu, la rationalité de la raison, le droit au bonheur personnel et le droit à la propriété privée. C'est-à-dire un anti-Marx total, absolu. Un anti-Marx à 100% parce que Marx, c'est l'absence totale de propriété personnelle. Bien sûr, elle a beaucoup puisé chez von Mises, chez Bastiat, chez Hayek, chez le grand Thomas Paine. Et elle a beaucoup apporté au titan suivant de la philosophie du capitalisme, André-Joseph Galambous. Arrivé la même année, en 1926. Mais pas de Saint-Pétersbourg, mais de Budapest, c'est-à-dire de l'Empire austro-hongrois. L'année 1926 s'est avérée vide pour l'Amérique et étonnamment chanceuse. Il y a eu 2 prises de ce genre. Alicia Ayn Rand s'est lancée dans l'écriture d'articles et de romans philosophiques. Et Joseph Andreas, qui a été le premier au monde à fonder les sciences sociales.
Mathématicien et astrophysicien éminent, il a fait de la science sociale une véritable discipline scientifique avec postulats, théorèmes, théories et méthodes de vérification. D'ailleurs, si vous cliquez ci-dessous dans la description sur mon livre « Capitalisme 101 gratuitement », mesdames et messieurs, vous l'obtiendrez, disons, en téléchargement sur votre ordinateur, plus un accès au projet vidéo. C'est justement de cela qu'ont écrit et fait Ayn Rand, Missus Galambus. Et bien sûr, le grand Frédéric Bastiat avec son œuvre immortelle « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas », qu'il est absolument nécessaire d'enseigner dans toutes les écoles du monde occidental, comme manuel de développement de la pensée critique. C'est absolument indispensable. Bon d'accord, je me suis encore laissé emporter par la philosophie. Revenons à nos concitoyens qui fuitaient le socialisme. Les gens fuient généralement ce qu'ils considèrent comme mauvais et vont là où ils pensent que c'est bien, ou du moins c'est mieux. Partir de chez soi, quitter tout ce qui est familier, les objets, les amis, le travail, tout un cercle d'habitudes, messieurs, même le serveur de son restaurant préféré. Jusqu'au plombier, tu sais qui appeler, mais là-bas, à un nouvel endroit, tu ne sais pas. Tu peux lui confier les clés, il est déjà venu chez toi de nombreuses fois. Quitter tout cela est difficile. Et il doit y avoir quelque chose de vraiment repoussant ou quelque chose de vraiment attirant pour que tu puisses tout quitter. Combien de créateurs de valeur déménagent de la Floride en Californie, vous savez, de ceux-là, et combien font le chemin inverse ? Hein ? Ces gens qui nourrissent et abreuvent ce pays, fuient-ils vraiment du Texas vers New York ? Peut-être que certains le font, mais pas au point que ce soit vraiment visible. Vous pouvez vérifier ces camions, ceux qui transportent des meubles, et ce genre de choses. Comme ils le racontent, ils ont énormément de commandes de New York vers le Texas et ils ne savent tant pas quoi faire. Ils doivent en ramener les camions à vide du Texas vers New York. Donc ce n'est probablement pas 0 qui part, mais c'est quand même très proche de ce chiffre. Combien y a-t-il d'esclavage dans les États rouges ? Nous, on est rouges, donc républicains, mais ils veulent rejoindre les bleus, c'est-à-dire les États démocrates. 0. Peu importe comment tu le dis. 0, nul, 0, Bill, Zelch, Efes, c'est en hébreu, non ? Combien d'États américains veulent quitter les États-Unis et rejoindre le Canada ? 0. Combien d'Américains veulent passer au Venezuela ? Bon, peut-être qu'il y en a un qui veut. Même ceux qui sont en prison ne le veulent pas. Voilà. Combien veulent fuir les États-Unis et partir en Haïti, ou au Soudan, ou peut-être en Somalie ? Combien de Somaliens veulent retourner en Somalie, Encore une fois, je veux dire 0. Je pense que personne. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut vivre là où il lui plaît. Rédacteur des sous-titres. Et une question se pose. Pourquoi la moitié de la population des États-Unis vote-t-elle pour les démocrates alors qu'ils veulent ensuite déménager des États démocrates vers les États républicains ? Je n'ai pas d'explication, honnêtement. J'ai quelques hypothèses, mais aucune d'entre elles. Je ne peux pas dire que c'est ça, pointer du doigt et dire que c'est la raison. Mais la première, oui, est... La moitié de la population des États-Unis, ce sont des idiots absolus, il faut le dire. C'est la première explication. Ils peuvent être de bons médecins, cuisiniers ou même enseignants. Une autre explication possible B. Ils appartiennent à la catégorie de personnes dont les sensations sont plus importantes que les conclusions de la raison. Autrement dit, dès qu'ils sont submergés par une sensation, une émotion, une impression, peu importe comment on l'appelle, leur raison se ferme et... Il est tout simplement impossible de les convaincre ni par la logique, ni par des arguments, ni par des faits, rien du tout. Si cela va à l'encontre de leurs sentiments, il est impossible de percer. Eh bien, selon Alissa Zinovna Rosenbaum, également connue sous le nom d'Ayn Rand, 50% de la population se divise en 2 catégories. Je ne sais pas si elles sont égales, mais en 2, les maraudeurs et les parasites. J'espère quand même vraiment que tante Alissa se trompe. La suite. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche.
S'il vous plaît, mesdames et messieurs, si vous en avez la possibilité, nous serions ravis de recevoir votre don ou contribution. À la prochaine, à bientôt, à très vite.